et je vais vous donner l'occasion de vous présenter, parce que comme ça, les gens qui nous écoutent verront un petit peu plus clair dans ce plateau de rêve dont je parlais. Et on va commencer tout à fait dans le désordre, puisque j'ai absolument pas noté ça. Salut Sean, bienvenue. Bonsoir. Streamer, un collègue. Mais qui est beaucoup plus matinal que moi, ça c'est certain. Et je te fais faire des heures sup. Alors j'ai promis qu'on finissait avant 2h du matin, tout le monde, hein, les gars. Non, c'est pour rire, hein. Pas aussi loin. Ton émission s'appelle La Tech dans le cul, mais tu as 1000 projets. Je t'en prie, tu as carte blanche pour te présenter en quelques mots. Ok, donc Sean Red, comme tu l'as si bien dit, je présente une émission qui s'appelle La Tech dans le cul sur Twitch et depuis peu sur YouTube et sur TikTok, où on fait le tour de toute l'actualité tech quotidiennement, de façon décontractée, en mettant de côté les sujets polémiques et politiques, pour qu'on puisse se réveiller tranquillement et parler de sujets qui nous réunissent et qui nous passionnent. Anciennement développeur et formateur de métier aussi, maintenant je suis dans la création de contenu à temps plein, mais il n'y a pas si longtemps que ça j'étais encore formateur. J'ai été face aussi à l'arrivée de ChatGPT dans le milieu de la formation, alors pas au milieu pour remplacer les auteurs, mais pour remplacer les développeurs. Et je me sers également d'OpenAI et divers IA quotidiennement pour accélérer mon workflow quotidien, quoi. Le roi du matin est avec nous ce soir, et ça c'est beau. Je te remercie pour les heures sup. David Defendi est avec nous, monsieur le président, déjà, j'insiste, de Genario. Bienvenue. Alors, en quelques mots, qui es-tu et c'est quoi Genario pour les personnes qui sont ici, qui ne connaîtraient pas cet outil? Bonsoir. Oui, je m'appelle, je suis écrivain, romancier. J'ai fait des romans et des scénarios pour Canal+, pour Arte. Et j'ai rencontré l'intelligence artificielle il y a 3-4 ans. Je suis tombé amoureux. Et je m'en suis servi, je m'en sers pour résoudre un peu les problèmes et les frustrations qu'on a quand on écrit des romans. Et là, elle arrive à maturité avec évidemment les premiers sur la place OpenAI. Et c'est un grand bonheur. Donc, on intègre un logiciel d'écriture pour les écrivains. C'est une application web plutôt et qui nous permet de ces intrigues, ces personnages, de faire des romans et des scénarios. Et évidemment, on propose les meilleurs scénarios à Gallimard, à Canal+, qui font partie de notre jury. Donc, on essaie de faire éclore des nouveaux talents et l'intelligence artificielle permet à des jeunes auteurs qui n'ont pas fait d'études et de formation de bien comprendre On a fait des prompts avec des scénaristes de Netflix, des romanciers de Gallimard. Donc, ce qui permet en fait très vite de comprendre un petit peu les articulations des récits et à des jeunes auteurs de débarquer dans le monde de l'édition et des séries. Voilà, on est au service des auteurs. Et parce qu'on me pose la question dans l'oreillette, vous êtes fous, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Est-ce que tu peux nous définir un prompt pour les gens qui ne connaissent pas du tout ce mot qui va peut-être devenir un moment très populaire, mais ouais, pour l'instant c'est un peu... Ouais. En fait, l'IA, c'est un petit peu une matière, c'est une matière à modeler, c'est un argile. L'IA, ça génère du langage, mais ça génère du langage, si c'est pas un peu cadré, un petit peu canalisé, ça génère des choses clichés, des choses un petit peu stupides ou n'importe quoi. Donc, il faut un petit peu lui apprendre par exemple, je vais prendre un exemple simple, dans un récit, un roman ou un scénario, vous avez besoin d'un élément déclencheur. Un élément déclencheur, c'est par exemple votre fille est kidnappée et ça, c'est l'élément déclencheur d'un récit. Vous devez la retrouver. Vous êtes ruiné. Vous tombez sur une fortune. L'élément déclencheur, c'est ce qui fonde le récit. Par exemple, alors il y a beaucoup d'autres choses. Vous allez travailler l'IA au départ pour qu'elle puisse vous donner d'exemples de plusieurs éléments déclencheurs en fonction de vos personnages, en fonction de votre idée de départ, de votre pitch. Et là, l'IA va vous apporter quelques idées d'éléments déclencheurs, va vous apporter quelques idées de personnages. Et le prompt, c'est ce qu'il y a derrière la face visible de ce qui va apparaître devant vous par le langage. C'est la manière dont vous avez éduqué l'IA, la manière dont vous l'avez un peu traité pour qu'elle puisse répondre à des besoins spécifiques et bien précis. Donc un prompt, c'est une sorte de modelage, ouais, c'est ça, c'est un modelage de l'IA en fonction de vos besoins. Donc, vous pouvez faire ça, par exemple, en image mid-journée. Vous demandez une fille habillée dans un palais, et vous pouvez demander une fille habillée dans un palais avec un ours et puis un prince charmant et
un braqueur de banque pas qui de va limite dans ces prompts, évidemment. très long ou très court en fonction de vos besoins. C'est derrière dans le moteur en fait de l'IA. Et bonsoir Balto, bonsoir Stéphane, vous êtes très très nombreux avec nous, je vous remercie d'être là. Il y a un fan club pour la casquette de Sean, n'en doutez pas, ça fait toujours plaisir. Jérôme Vincent est aussi avec nous, bonsoir Jérôme, bonsoir bienvenue à toi. Alors tu as aussi de nombreuses casquettes, hein. Alors en parlant de casquettes, et vous avez vu les transitions, si c'est pas merveilleux? Aucune IA ne pourra faire ça. Si je déconne, elle pourrait peut-être. Tu es éditeur, entre autres. Ouais. C'est ce qui nous fait le plaisir de t'entendre et de te voir ce soir chez Actu SF. Et je te laisse évidemment en dire un mot. Eh ben, Actu SF, c'est une vieille maison. Elle a un peu plus de 20 ans maintenant. On fait tout ce qui est science-fiction, fantastique, fantasy. Pour les adultes, les vieux comme nous, pour les young adultes et pour les plus petits, les 8-12 ans, les premières lectures. Donc voilà. On fait 45-50 livres par an à peu près. Ce qui est plutôt beaucoup. Et c'est trop, c'est beaucoup trop, ne faites pas ça. ça fait des longues journées, mais tu as quand même trouvé un peu de temps pour être parmi nous. Je te remercie pour ça. C'était important d'entendre l'aspect édition aussi, parce que ça va bousculer un peu les choses, j'imagine, l'intelligence artificielle. Et puis j'ai terminé par lui, il ne m'en voudra pas. Ben oui, c'était obligé, hein. Pierre Gollon est avec nous. En parlant d'homme qui a plein de casquettes, toi tu cumules aussi, mon Dieu. Romancier et créateur culturel. Moi j'ai résumé ça comme ça parce que ce mot il t'appartient un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, je peux le faire. Est-ce que c'est bon, tu m'entends bien? Oui, parfaitement, oui. Oui, alors effectivement, moi j'ai commencé, j'ai écrit une quinzaine de romans, mais je fais pas ça, je fais pas que ça, si tu veux. J'ai un travail à côté aussi, et en fait, je fais aussi tout ce qui est escape game et voilà, la création de contenu culturel. C'est pour ça que je me définis comme un créateur culturel. Et en fait, ce qui me retrouve aussi et ce qui fait que je participe ici avec toi, avec vous, alors bonjour à tous, hein, tous les 3, tous les 4. Bonjour. C'est que je fais aussi du développement web. En plus de ça, donc effectivement, je suis des formations pour me former à ça. Et j'ai fait aussi beaucoup d'échecs et de jeux de Go, et notamment où il y a beaucoup d'interventions des IA. Justement, on disait qu'ils ne gagneraient jamais les êtres humains. Et c'est fini, maintenant ils les gagnent. Et je me sers aussi, effectivement, je me suis beaucoup intéressé, justement, notamment pour l'écriture. D'ailleurs, j'ai essayé Genario, c'est marrant, parce que je ne savais pas que ce serait là ce soir. Donc j'ai testé effectivement le logiciel pour voir un peu. Donc je m'intéresse effectivement à tout ce qui est IA dans le domaine de l'écriture. On voit comment on peut s'en servir, ou qu'est-ce que ça va modifier en fait. Alors, premier volet de cette émission avec vous, parce que je voulais que ce soit en tout cas clair pour les gens qui nous écoutent, et pour moi avec, soyons clairs. C'est quoi l'intelligence artificielle? On va poser les bases, et là, évidemment, je vais me tourner vers l'expert en programmation, sans déconner, suivez mon regard. Quoique vous êtes plusieurs, hein, maintenant que tu en parles. Sean, c'est quoi une intelligence artificielle? D'où ça vient? Et en gros, pour les néophytes, comment est-ce que ça fonctionne? Et si tu pouvais nous faire la version Fred et Jamy, c'est pas sorcier, pour les vieux comme nous, hein? T'hésites surtout pas. Mais est-ce que c'est facile à résumer? Je sais pas trop. Et voilà, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors déjà, pour commencer, le terme IA, c'est un terme qui veut tout dire et rien dire à la fois. C'est un terme parapluie, c'est un terme marketing qui est utilisé parce que ça sonne mieux que de parler de LLM, parler de deep learning, de machine learning et autres termes du genre qui ne parleraient pas au grand public. Donc le terme IA, ça veut... Techniquement, si je fais un petit algo dans un jeu vidéo qui permet d'avoir un monstre qui va attaquer le joueur et il respecte des conditions, si le joueur avance de 1, alors moi j'avance de 1, s'il attaque avec une épée, je sors mon bouclier, c'est une intelligence artificielle. Alors vraiment pas très développée, mais c'en est une, dès lors qu'il y a un opposant qui joue de façon complètement automatisée. Dans l'IA tel qu'on l'utilise aujourd'hui, on regroupe 2 à 3 grandes parties qui sont des IA issus du deep learning et du machine learning, qui sont des entraînements selon un réseau neuronal. Et j'essaye de simplifier sans trop rentrer dans des termes. Mais bon, j'ai de l'aspirine, tu peux y aller.
Mais en gros, où on essaye, plutôt que de se dire on va fonctionner comme une machine, on va tenter d'imiter le fonctionnement d'un cerveau humain avec des synapses et des neurones pour tenter de lui faire apprendre des choses. Et à partir de donc c'est le fonctionnement. Quand on voit par exemple les LLM de ChatGPT, qui à mon avis va être au cœur des discussions ce soir, on parle d'un large language model. C'est en gros il a eu énormément d'informations, il a été entraîné dessus, il y a eu des pondérations qui ont été ajoutées sur ces informations de pertinence, et derrière, ça va générer, il faut imaginer un cerveau avec plein de connexions entre les informations qui va se créer. Et quand nous, on va lui poser une question, quand on va lui donner un prompt, maintenant qu'on peut utiliser ce terme qu'il a été défini, derrière, ben justement, il va chercher justement à trouver dans le cadre d'un chat GPT, son objectif est d'apporter la réponse la plus logique, pas forcément la plus correcte, mais la plus logique qui va suivre, en utilisant justement tout cet apprentissage qu'il a pu faire en amont. Et donc, quand on parle d'IA, le terme on englobe toutes ces choses-là. On va parler donc de ChatGPT, on va parler également de Midjourney, mais on parle absolument de tout. On va parler de la voiture autonome chez Tesla qui va analyser des images et en fonction des heures de conduite qu'elle a assimilées, va se dire s'il y a ça en face de moi, c'est un piéton, donc je pile, et ainsi de suite. Et donc c'est vraiment un terme très 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 vague pour tout définir et pour le coup rien définir à la fois. Net et précis. Ça pose les bases, mais c'était important. Alors, Kiko nous dit que IA, en gros, c'est un terme marketing tout pourri. Il est un peu d'accord avec toi. C'est un peu ça. Je salue au passage. ChatGPT est avec nous dans le chat, ça me fait plaisir. Salut Sanjanku, je suis ravi de te retrouver. Je vous propose, la soirée, je l'ai voulu. Alors, clairement, je vous le dis tout de suite, ça va être hyper frustrant à certains niveaux, c'est qu'on peut pas tout aborder, parce que comme Sean vient de le dire, ça part dans tous les sens. Je voulais que ce soit le plus concret possible, donc je vais vous faire un petit tour de table, tout à fait concret. Je vais demander à chacun de vous un exemple, on va partir là-dessus, un exemple concret de ce que peut faire une intelligence artificielle / tout ce que Sean a raconté actuellement dans le domaine des livres. Donc aujourd'hui, dans votre vie de tous les jours, aux gens qui sont avec nous ce soir, un exemple concret de ce que peut faire une intelligence artificielle. Et je vais commencer par Pierre, puisque j'ai fini par toi tout à l'heure. Je suis de bon compte. Tu le sais, ça. Alors, juste dans le domaine du livre. Alors, déjà, oui, on va rester là-dessus aujourd'hui, si on va pas s'en sortir. Elle peut faire déjà pas mal de choses. Enfin, déjà, par exemple, tu peux lui demander moi, je m'en suis servi un peu pour voir, pour la reformulation. Voir un petit peu comment elle peut reformuler des choses que tu as déjà faites. Elles peuvent. Moi, je m'en sers. Maintenant, je m'en sers un petit peu pour ça. En fait, ça me joue un peu le rôle de directeur éditorial de moi-même, en fait. Et, donc, ça, c'est une des possibilités. Mais comme tu dis, tu en as plein. Tu as vraiment plein de choses. Mais tu m'en as demandé qu'une. Alors, j'en dis qu'une. Donc, reformuler certaines choses, et donc concrètement, pour les gens qui écoutent, ça veut dire copier-coller un autre texte à toi et dire « Bonjour, améliore-moi ça ». Si je caricature un petit peu. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, tu peux lui dire, par exemple, un morceau de texte qui te convient pas, tu dis « Il y a un truc qui me va pas dedans. Tiens, j'aimerais bien me le faire, mais de façon Stephen King. Est-ce que tu peux pas me le rédiger de façon Stephen King, voir comment je pourrais peut-être ajouter des choses. Et après, si tu veux, c'est à toi de faire la part des choses. Mais sinon, c'est une des possibilités d'utilisation. Ça ne veut pas dire que je m'en sers tout le temps, mais c'est une des possibilités que tu peux avoir, un peu comme... si tu veux, tu avais déjà des trucs un peu comme ça, par exemple pour repérer les répétitions, tout ça. Il y avait déjà les logiciels Antidote qui le faisaient. Tu avais plein ou Scrivener pour tout ce qui était si tu veux organiser ton texte. Une intelligence artificielle peut faire ça aussi. Il y a plein de possibilités. Voilà. Je ne veux pas trop m'épiloguer, sinon je vais couper là. Et ce qu'on peut entendre de ce que tu expliques, c'est qu'il y a des choses qui existent déjà, et moi ça me fait rire, parce qu'il y a grosse panique pour l'instant, mais un document Word, au final, il y a de l'intelligence derrière aussi qui vous souligne les fautes, etc. Entre autres, c'est lié à des outils, mais c'est un peu ça. Je vais repartir dans l'autre sens, côté édition. Jérôme, un exemple concret de ce que ça peut faire à l'heure actuelle, que tu utilises. Bien sûr,
il y a tout ce qui est texte, et je pense qu'on va pas mal en discuter, comment est-ce qu'on peut s'en servir pour les textes. Moi, ce qui m'a peut-être le plus bluffé, c'est le côté image de Midjourney, avec la possibilité. Alors là, pour le coup, parce que autant pour les textes, on va entendre sans doute comment est-ce qu'on s'en sert pour améliorer des choses ou pour détecter des choses ou tout un tas de choses. Mais par contre, sur les couvertures et sur les images, c'est vraiment assez bluffant de rentrer tout un tas de critères et d'avoir une image et d'avoir une qualité qui est quand même pas très loin de ce qu'on peut faire. On peut s'y laisser prendre assez facilement. Là, il y a plein d'articles qui expliquent comment repérer une image Midjourney. Alors, le pape qui a une doudoune blanche, il a un 6e doigt à la main droite. Alors, je dis, ouais, ok, c'est cool, hein, mais dans 15 jours, je suis pas sûr qu'il aura toujours un 6e doigt. Et c'est là où je suis le plus épaté, si tu veux. C'est que en création X nihilo artistique, alors pas tout à fait, ça vient évidemment pas de rien, c'est de la base de données accumulée, tout ça, mais je suis assez épaté du résultat et je trouve que ça progresse très très fort et ça pose plein de questions dans le monde du journalisme, mais ça commence à poser des questions dans le monde de l'édition avec des couvertures. Pour l'instant, c'est un peu identifié, attention, c'est fait par une IA, mais je suis pas sûr que si on enlève l'identification, on finisse par faire la différence à très court terme. Alors, je précise, meilleure vanne de la soirée et personne ne fera mieux. Sanjanku nous dit, si je demande à ChatGPT d'écrire comme Frédéric Ernotte, est-ce que j'aurai le texte dans 3 ans? Oui. Oui. Et c'est un des trucs, c'est la puissance de ces outils. On va évidemment en parler ce soir, mais quand Pierre vous disait qu'on met et qu'on veut le texte à la manière de, par exemple, Stephen King, c'est pas 3 ans qu'il faut attendre, c'est plus ou moins 10 secondes, et je suis gentil quand je dis 10 secondes. David, un exemple concret. Un exemple parmi tant d'autres, c'est par exemple, quelquefois, vous avez besoin d'écrire un chapitre le lendemain. Vous êtes sur l'écriture d'un roman et vous devez écrire un chapitre qui est peut-être une rencontre amoureuse entre votre protagoniste et sa femme aimée. Et vous avez besoin de décrire donc justement ce que va être cette rencontre. Dans un restaurant new-yorkais, une rencontre entre un guitariste portoricain et une petite bourgeoise de Upper East Side. Et vous cherchez un petit peu, vous n'avez pas trop d'idées en fait, vous peinez un petit peu à bien circonscrire et vous entrez ces informations et ça vous sort des propositions de rencontres. Comment faire un coup de foudre? Par exemple, un coup de foudre, c'est très compliqué et vous allez poser les questions simplement, comment raconter une histoire de coup de foudre où votre protagoniste va rencontrer la femme qu'il va aimer. Et là, ça vous sort tout un tas de suggestions. Et je trouve que c'est pas forcément pour moi de la génération de langage, dans le sens où ça va écrire à ma place. Ça sera sûrement possible bientôt, mais c'est plutôt dans les suggestions d'idées et dans la créativité, en fait, comment ça anime la créativité de l'auteur quand il veut écrire un nouveau chapitre. Je trouve que là, elle est vraiment performante et elle nous amène à gagner du temps et à avoir des bonnes idées, des choses auxquelles on mettrait peut-être du temps à penser. Et les dialogues sont fabuleux. Quand vous mettez des dialogues là-dessus, elle vous sort des dialogues qui sont assez fabuleux quand vous devez faire des premières scènes, des chapitres là-dessus. Je trouve que ça, c'est vraiment vous mettez vos protagonistes, leur caractère, leur ambiance, d'où ils viennent, leur caractère, est-ce qu'ils parlent avec de l'argot ou pas d'argot, en face, leurs idées politiques, leurs idées philosophiques sur le monde, et ça vous sort des dialogues automatiquement, et ça vous fait gagner un temps fou, en fait, là-dessus. Voilà les choses qui paraissent les plus... Ce soir, j'ai pas de casquette, mais je vais quand même la mettre, c'est l'avocat du diable, j'adore faire ça. Est-ce que c'est pas un appel à la fainéantise quand tu dis, voilà, je vais poser des questions sur une rencontre amoureuse dont tu parlais, ça va me donner des propositions, est-ce qu'à terme, on se dit pas, mais en fait, pourquoi est-ce que je me casse la tête en tant que c'est clair, créatif? Mais je pense qu'il faudrait revenir écrire sur la pierre avec des burins, parce que là, c'est un peu feignant de faire ça sur les ordinateurs. C'est ça. Je pense qu'il faudrait revenir avec un truc pour être vraiment courageux et revenir en écrivant sur des pierres, comme ils disaient en Égypte ou à l'époque de Sumer. Parce que ça, c'est vraiment des courageux. Et on est devenu un tas de feignants, c'est bien évident. Et donc, c'est pas un avis, je précise. Et donc, c'est vraiment, il y a quelqu'un derrière. C'est-à-dire, ça donne des propositions, mais comme disait Pierre, il faut quand même, et c'est une des choses qu'on entend le plus dans les articles et les émissions là-dessus, c'est que ça vous donne des propositions. On peut les suivre aveuglément, on peut aussi y mettre, voilà. Mais quand tout se fait devant soi, c'est comme les soupes, les super robots soupes qui font ma soupe tout seul, ou couper ses légumes et s'amuser tout seul.
Voilà, c'est un peu ça. Vous pouvez choisir, à mon avis, de suivre aveuglément ou pas, mais ça reste un choix humain. C'est un peu ça que je veux dire. Sean, est-ce que dans le monde des livres, tu as, dans tout ce que tu connais, un exemple concret de ce que ça fait, pour l'instant? Alors, dans le monde des livres, je peux te donner l'anecdote que je t'ai donnée l'autre soir, qui est, je suis papa de deux jeunes filles, et pour aller se coucher l'autre soir, avec ChatGPT, en moins de 3 minutes chrono en main, histoire d'écrire quelques prompts, on a fait une histoire dont vous, c'est le héros, dont mes filles étaient les protagonistes, et et donc à chaque fin de paragraphe, il lui posait une question sur qu'est-ce qu'elle souhaitait faire par la suite, et il inventait l'histoire, et dans les prompts, je lui avais fixé une limite pour pas que ça dure plus de tel temps, etc. Et c'est un des usages vis-à-vis de l'auteur que j'ai pu voir. Derrière, pour rigoler, je lui ai demandé, je suis anglais de base, je suis anglais tout court, pas de base, je suis anglais, et donc je lui ai demandé d'écrire un livre dans le style de Dr. Seuss, avec les rimes, etc., pour reprendre cette histoire dont elles sont le héros, et il m'a pondu une histoire qui aurait pu être illustrée derrière avec un mid-journée, et qui derrière aurait très bien pu être postée sur Amazon dans la foulée en e-book, quoi. Avec l'écriture de livre, c'est la seule expérience que je vais avoir. Après, moi, il me sert de façon beaucoup plus vaste, pour agréger notamment le milieu de la presse, dans le cadre de mon émission, où il est capable de sans que j'ai à lire le moindre article, de me résumer les points clés, les éléments importants à retenir, et derrière, je sais si telle news vaut le coup, je le traite ou pas. Je m'en sers également pour aller repérer s'il y a d'autres journaux qui parlent de cette même actualité, pour aller croiser les sources, et ce, de manière automatiquement. Enfin, c'est sans limite, quoi. La limite de ces choses-là, c'est notre imagination. Et ça permet de rebondir directement sur le thème de cette soirée. Est-ce que cette intelligence artificielle est une menace pour certains métiers? Et je viens de bien t'écouter, j'ai envie de demander à Jérôme, comme ça, et puis à Pierre probablement, mais est-ce que tu te dis, quand monsieur et madame tout le monde, parce que Sean, il a plein de qualités, mais a priori, il n'écrit pas de roman, il a créé sur mesure cette histoire, et je pense que de ce que tu m'avais dit, le résultat était assez convaincant, tes enfants avaient bien aimé, donc voilà. Est-ce que c'est la fin des auteurs, des maisons d'édition, si monsieur et madame tout le monde font ça le soir, tranquillou, de pouvoir inventer les histoires pour un peu à la carte? En fait, il y a deux questions qui se posent. Il y a la question des outils, il y a la question de l'éthique. Les outils, on le voit très vite. Alors moi, j'ai découvert ça en discutant avec une autrice il y a pas très longtemps. J'étais un peu le vieux dinosaure qui a pas vu le coup arriver. ChatGPT, j'en ai discuté avec mon beau-frère le soir, c'était cool, voilà. Puis on se disait il va falloir apprendre à l'utiliser. Et puis en fait, Julia, quand j'ai discuté avec elle, elle m'a dit mais moi je l'utilise déjà dans mes textes, et je fais déjà plein d'essais. Donc j'étais déjà à la bourre. Donc ça c'est le premier point. Et je distinguais deux sortes de métiers. Il y a vraiment les métiers de création, les auteurs, les autrices. Là, on pourra toujours se demander si c'est intéressant et quel degré en fait d'intelligence artificielle je mets dans mon texte quand j'écris un texte. Et moi, en tant qu'éditeur, comment est-ce que j'arrive à voir s'il y a de l'IA dedans et est-ce que c'est intéressant ou pas que je le sache. Ça, c'est le premier point. Puis il y a les métiers intermédiaires, les métiers de prestation, la correction, la maquette. Je parlais aussi du graphisme, où là ça pose des questions encore plus fortes. Alors pour l'instant, technologiquement, on a quand même besoin de se poser la question de savoir si les interventions de l'intelligence artificielle sont pertinentes ou pas, mais demain, on sait pas, et je sais pas si ça fera pas comme les ouvriers typographes. Moi j'ai connu des copains qui avaient été ça dans leur jeunesse, où d'un seul coup il y a plus besoin de gens qui ont des petites billes de plomb avec des lettres, et l'informatique est passée par là. Donc forcément, sans doute qu'il va y avoir un certain nombre d'ajustements et de réorganisation. Ma question, moi, c'est plutôt la question du temps. Est-ce que c'est dans 2 ans? Est-ce que c'est dans 5 ans? Est-ce que c'est dans 10 ans? Comment ça va rentrer aussi dans les process de l'édition? Parce que nous, on travaille avec des gens. Donc c'est pas pour virer tout le monde du jour au lendemain. Comment ça se passe? Donc il y aura aussi une question... Moi, je suis une petite maison d'édition, donc je
je suis un petit gentil. Je ne sais pas si le jour où Hachette virera tous ses correcteurs et ses correctrices pour avoir que de l'intelligence artificielle pour faire des corrections et donc gagner en gain de productivité, je ne sais pas si le monde de l'édition va pas les prendre complètement à la roue. En fait, c'est jusqu'à quel point l'éthique va résister à l'économique. Et puis, il faut dire aussi un truc, c'est que ici, on est habitué au monde du livre, tous les 5, c'est cool. Je ne suis pas sûr que les lecteurs et les lectrices fassent une différence. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que par exemple, sur les couvertures, j'y reviens, Hachette, notamment Hachette, mais il y en a d'autres, hein, ils ont, sans trop le vouloir, fait des couvertures avec Midjourney. Voilà, ils se sont fait taper sur les doigts. Pour l'instant, ils ont dit éthiquement, on fera plus, promis. Je vous jure. Bon, très bien. Il y avait notamment un livre qui s'appelle Gone Girl. Alors évidemment, les yeux de la fille sont pas au même endroit. Donc il y a vraiment un décalage entre les deux. Donc c'est vraiment très moche. Mais tu vois, je parierais pas que dans 5 ans, on voit plus la différence entre un artiste et une couverture faite par Midjourney. 2, si finalement ça se généralise pas à bas bruit, que finalement tout le monde s'y intéresse. Mais encore une fois, je prêche pas pour ma paroisse. Moi, je suis un petit éditeur, on travaille avec des gens. J'ai besoin de cogitation sur des couvertures, sur des textes, sur tout un tas de choses. Donc, on est largement pas prêt, nous, aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle. Clairement, quoi. Et bonsoir, Fiston. Tu as répondu à Mais oui. Mais oui, ouais. De toute façon, on est en mode discussion, donc c'est très très bien de réagir. Alors, je vous vois tous les trois opiner, faire des grimaces, j'adore faire ça. David, tu gères Genario, ça fait déjà plein de choses. Est-ce que, dans ce que Jérôme vient d'expliquer, ça te parle? Et je sais que oui. Je sais que oui. Non, mais il a tout à fait raison. On ne peut que être un petit peu dépassé par les événements, et chaque métier est dépassé, complètement dépassé par ce qui se passe. On vit à un moment donné de vertige, en fait. Je pense qu'on peut comparer ça à plusieurs révolutions qui ont eu lieu, mais des révolutions, quand on apprend que la Terre n'est pas au centre de l'univers, quand on apprend qu'on descend du singe, et là on apprend que la machine est plus intelligente que nous, c'est des blessures narcissiques terribles. Et évidemment, les emplois vont être menacés, évidemment, ils vont être remplacés, évidemment, tout va changer très rapidement, comme la Renaissance italienne ou la Révolution industrielle. Il faut replacer ça dans des temps très très courts. Ça a mis beaucoup de temps de comprendre les révolutions scientifiques avant. Et maintenant, plus les révolutions scientifiques avancent, moins ça prend de temps à impacter la société. Et là, on vit quelque chose qui va impacter très très vite. Donc quand Jérôme parlait de 2 ans, 5 ans, on est dans ces ordres d'idées-là. L'éthique, est-ce qu'on doit stopper ça? Parce que est-ce qu'on est prêt à anticiper dans le monde du livre? Je pense qu'il parlait d'Hachette, Bolloré. Enfin, il y a des gros mouvements dans les maisons d'édition, mais ça se voit aussi dans les maisons, dans l'industrie du film. Mais je ferai une énorme différence entre ce qui se passe dans les maisons d'édition et ce qui se passe dans le milieu du film. Je pense que dans l'écriture des films et de l'industrie culturelle, cinématographique et série, les coûts vont tellement baisser que je pense que le créateur, le scénariste et le réalisateur vont prendre plus de pouvoir qu'avant. C'est-à-dire qu'ils sauront faire des films pour beaucoup moins cher. Et ils seront beaucoup moins dépendants des studios, beaucoup moins dépendants des grandes plateformes. Pour ce qui est du monde du livre, en tant qu'écrivain, il y a une profusion d'écriture qui va être faite par ChatGPT, mais il y a le même nombre de lecteurs. Donc à un moment donné, vous pouvez... Oui, ça va être replacé, créé. Alors, il peut y avoir 5, 6 000, 1 million de livres qui vont sortir grâce à ChatGPT, auto-édités par Amazon, ou pas, ou édités par d'autres mondes. Mais à un moment donné, vous avez le même nombre de lecteurs. Donc, moi, Jérôme, je connais moins bien le monde de l'édition, hein, du côté auteur ou du côté lecteur. Donc, je te fais confiance pour bien définir ce qui va se passer dans le monde de l'édition. Ce qui se passe pour l'auteur, finalement, peu de choses vont changer. C'est-à-dire que il y aura toujours autant de lecteurs, donc toujours autant de bouquins publiés, et le temps de cerveau qu'on a à lire des livres chaque mois, il ne va pas augmenter. Donc, il y aura autant de livres. Donc après, c'est ceux qui utiliseront l'IA ou pas, parce qu'il y a beaucoup de bouquins qui sont vendus sans IA, c'est ceux qui auront le plus de talent qui s'en sortiront. Donc, certains vont éclore parce que l'IA va permettre à des gens, je pense à des gens des cités par exemple. Moi, je suis beaucoup avec des gars des cités,
Et eux, ils vont pouvoir sortir des discours et raconter des histoires plus facilement qu'avant. Parce qu'avant, les portes leur sont fermées de l'édition parce qu'ils font des fautes d'orthographe, parce qu'ils n'ont pas les réflexes, des intrigues, ils n'ont pas fait l'école. Et ça va apporter du bien. Toute une génération, je pense, de jeunes auteurs qui débarquent des cités ou des classes défavorisées. Je pense que ça peut beaucoup les aider. Et que le gap entre des gens très éduqués et très peu éduqués, l'intelligence artificielle ChatGPT, enfin pour parler de ça, mais il n'y a pas que ça, hein, mais va créer, va rééquilibrer les choses. Donc en ça, c'est très très bien. Et dans le monde des créateurs de ciné, ça va faire baisser les coûts. Donc les scénaristes et les réalisateurs auront plus de pouvoir. Donc c'est une très belle avancée pour les créateurs. Ça c'est clair. Et je pense qu'il faut s'en servir, l'utiliser dès maintenant et pas en avoir peur. Au contraire, être très gourmand de ça. Pour apporter une éthique, un équilibrage de ceux des acteurs plus justes. Et je pense que l'IA est très bonne là-dessus. Alors je vous rassure, je lis vos commentaires dans le chat, il y a vraiment beaucoup de choses, donc je vais essayer de synthétiser vos questions, je les note au fur et à mesure pour que tout le monde puisse s'exprimer, je laisse évidemment finir, mais je lis évidemment ce que vous mettez, je vous rassure. Pierre, un petit détour par chez toi. Ouais. Est-ce que tu vois des métiers menacés? Lesquels? Pourquoi? Ouais, j'aurais plein de trucs à dire là-dessus, je vais essayer de pas accaparer la parole. Mais j'aimerais, dans un premier temps, j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit David et ce que tu avais dit avant aussi sur la fainéantise ou sur le fait que ça va faire émerger aussi d'autres auteurs. Je suis aussi sur cette idée que ça met un niveau, en fait. D'ailleurs, je te prends l'exemple, je parlais du Stephen King tout à l'heure pour rigoler, mais moi, par exemple, quand j'écris un livre, si je le fais dans le fantastique, mon livre va être jugé de la même façon qu'un livre de Stephen King par le lecteur. Pourtant, j'ai pas les mêmes moyens. Par exemple, si je veux moi demander à faire un stage dans la police pendant 1 mois, je ne peux pas le faire. Voilà. Je pense que Stephen King, il n'aura même pas besoin. Et s'il veut le faire, on lui donnera tout de suite la possibilité de le faire. Quand tu utilises une IA, ça permet déjà de mettre un niveau à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu peux vraiment lui demander des choses très très précises et elle va te donner une information. Tout à l'heure, je lui demandais comment se passaient les recherches, par exemple, quand tu avais un immeuble qui s'est écroulé de façon extrêmement précise, qui arrive en premier, qui fait quoi, etc. Ça m'a donné tout ça. Quand en normal, je serais allé, j'aurais même appelé, tu vois, j'aurais fait des trucs, j'aurais fait des recherches, effectivement, qui auraient été peut-être plus dures que moi, pour moi, que par un auteur plus connu. Et voilà. Et je pense que ça peut mettre un niveau à ce niveau-là. Et même j'en parlais tout à l'heure sur le fait aussi de correction de texte. Ceux qui n'ont pas forcément toute une équipe derrière eux, ça peut leur permettre effectivement d'avancer et d'avoir peut-être plus de facilité. Ensuite, en ce qui concerne les métiers, je pense qu'il y a quand même une sorte de petit fantasme de l'écriture, enfin de l'IA qui écrit toute seule. Parce que quand on s'intéresse, je sais que par exemple une des autrices de Jérôme, Cécile Duquesne, qui avait fait une expérience justement de faire écrire ChatGPT sur un roman, et ça a été pas mal, mais c'était pas non plus probant. Pour l'instant, il arrive à écrire, on va dire, des textes de jeunesse, comme le disait Chine tout à l'heure. Effectivement, ça c'est bon, des nouvelles. Effectivement, il arrive à gagner des cours de nouvelles. Mais pour tout ce qui est en fait un texte très long comme un roman, pour l'instant, c'est pas encore faisable. Donc, on va dire le métier d'auteur est pas encore, on va dire, menacé entre guillemets, selon moi. Et puis il y a aussi le fait que nous, on en parlait tout à l'heure, on est entre nous, on connaît l'écriture. Donc pour nous, ce qui va nous écrire, on va pouvoir synthétiser ce qui est bon, ce qui est pas bon. C'est-à-dire que moi, quand on me fait des propositions, je vais pouvoir voir ce qui est bien écrit, ce qui est mal écrit en fait. Et un auteur qui débute va pas forcément avoir cet aspect-là. Il va pas forcément voir tout de suite que peut-être que les tournures que lui ont données l'IA, toutes mises séparément, elles sont bien, mais que mises ensemble, elles sont pas bien. Et ça, en fait, ça va être le travail, ça va être l'expérience, etc., qui va le permettre, qui va permettre de le savoir. Donc, je veux pas parler trop parce que sinon j'aurai encore plein de trucs à te dire. Mais ouais. T'inquiète, tu auras encore la parole après. J'en fais une affaire personnelle. Je tout à l'heure. C'est un peu près les autres. Mais oui, je pense qu'effectivement, on va avoir de nouveaux métiers. Par contre, on disait comme des personnes qui vont être capables de maîtriser le langage de la machine. C'est-à-dire on parlait des prompts, ceux qui vont réussir à mieux maîtriser les prompts ou à connaître effectivement comment parler à la machine. En fait. D'ailleurs, ça se fait déjà
on le voit pas mal sur internet, des cours de comment en fait demander des choses aussi bien à Midjourney qu'à ChatGPT. Et c'est vrai que ce genre de métier, je pense qu'ils vont commencer à proliférer. Jeune, Donc, ça en fait des choses. Ouais, et je vais repartir. Ça fait beaucoup de choses à récap. Mais je vais repartir déjà comme par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et Kiko m'a cité dans le chat, donc je vais en profiter pour rebondir dessus. Où je disais demander aux allumeurs de réverbère ce qu'ils pensent de l'ampoule électrique. Et c'est à ça vers quoi on est face. Est-ce qu'il y a des métiers qui vont disparaître? Oui. Lesquels précisément aujourd'hui? Je pense que c'est très dur à estimer parce que avec la vitesse à laquelle évoluent les choses, rien que déjà entre GPT 3.5 et GPT 4, il y a eu un bond massif en avant. Et ils sont déjà en train de parler, et il y a quelques développeurs de chez OpenAI qui parlent de comme quoi GPT-5, qui arriverait en décembre de cette année, se rapprocherait ou aurait atteint ce qu'on appelle l'IA forte. Et alors, personnellement, je pense qu'ils surfent sur une vague marketing en disant si on dit ça, la presse va parler de nous. Atteindre l'IA forte, il y a des contraintes techniques au-delà de juste au-delà de la quantité de données assimilées pour y arriver, et surtout à grande échelle. Et autant tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, il y a qu'un nombre fixe de lecteurs, et donc il y aura qu'un nombre fixe de livres et un nombre fixe d'auteurs maximal, etc. Mais c'est aussi vrai côté technique. La quantité d'électricité, la quantité d'énergie nécessaire pour alimenter les IA derrière. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est un peu plus de 100 millions de personnes qui l'utilisent quotidiennement, ce qui est énorme. Si on parle vraiment d'une démocratisation à outrance, c'est plus 100 millions de personnes, mais ça va être des milliards d'applications, des milliards d'objets du quotidien qui vont tous en inspirer, et on va atteindre une limite qui va être celle de notre capacité à produire de l'électricité, déjà qu'on a d'autres technologies qui vont arriver. On arrive dans le printemps, été, ça va, mais l'hiver, ça craint. Voilà, déjà qu'on a du mal en temps normal, si en plus on se rajoute ça. On saura plus streamer, Sean, c'est la merde. Ça va être compliqué. Et donc, on rajoute à ça le fait que si on ne peut pas le faire évoluer, ça veut dire que ça va devenir plus cher, ça ne sera pas accès grand public, et donc de facto, ça va limiter également son expansion de ce côté-là. Donc, est-ce que par exemple le métier d'auteur, pour toutes les raisons qui ont été citées avant, va proprement dire disparaître? Je ne pense pas, parce qu'il y a, par contre, est-ce qu'il va évoluer, est-ce qu'il va changer, est-ce qu'il va s'adapter pour utiliser ces outils, comme dans énormément de cœurs de métier, c'est ce qui va se passer, du moins dans un premier temps. Après, on ne sait pas à la vitesse où ça va, ce que demain nous réserve. Il y aura peut-être une révolution qui nous permettra de faire de l'IA avec une fraction de l'énergie nécessaire. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'en est pas là, quoi. Et la petite pause philosophique sponsorisée par Sun Jung-Koo. Le paradoxe, c'est que ce sont sans doute les créatifs, donc les auteurs, réalisateurs et autres, qui ont inventé des histoires futuristes, qui ont donné des idées d'innovation aux scientifiques, des ingénieurs, qui ont permis de développer l'intelligence artificielle et d'autres inventions qui bouleversent l'équilibre de la société. Si ça, c'est pas le serpent, ou pas d'ailleurs, hein, puisqu'on parle beaucoup en poule dans le chat, de ce que je vois, et les allumeurs. Mais il y a d'autres milieux qui vont affecter. Alors, ils ont fait marche arrière, mais si un jour le métavers venait à s'étendre, c'est une autre façon aussi de raconter une histoire. C'est plus du cinéma, c'est plus du livre. Enfin, il y a moyen de vivre ces histoires, quoi. Donc, si on met tout ça ensemble, les métiers de demain vont être fondamentalement différents et à tous les niveaux. Alors, je vais regrouper beaucoup de messages en une question, parce que vous êtes fort préoccupés par ça, je vais le dire comme ça. Est-ce qu'il faut déterminer et être clair sur le fait que quelque chose a été créé à l'aide de l'intelligence artificielle? Par exemple, une petite pastille, par exemple, sans OGM et sans IA, ou des trucs comme ça. Et question pour toi, Jérôme, parce qu'elle revenait, finalement, comment est-ce que tu peux t'assurer qu'un manuscrit qui arrive chez vous, parce que vous en recevez beaucoup, a été ou n'a pas été écrit
avec ou pas l'aide de l'intelligence artificielle. Et puis on demandera à Sean s'il existe des manières de détecter tout ça, parce que ça aussi c'est un beau marché qui, si vous voulez faire de l'argent là tout de suite, ça peut être pas mal d'aller chercher les outils qui détectent l'intelligence artificielle. Ouais. Alors, il y a plusieurs points. On surfe, mais on l'a déjà dit, hein, sur le fantasme du texte entièrement écrit avec une intelligence artificielle. Ce qui est très embêtant, c'est qu'elle ne dédicace pas, elle ne parle pas en conférence, elle ne va pas en salon du livre. Donc, je suis quand même embêté sur la promotion. Je voulais juste revenir sur ce que tu disais. Qu'est-ce que ça change pour moi, maison d'édition? En fait, pas grand-chose. Je reste en fait un investisseur culturel. Moi, mon job, c'est de prendre un texte, d'investir de l'argent dessus, de bosser avec l'auteur ou l'autrice, de sortir le livre, papier, j'entends, aussi numérique, et de le vendre. Donc ça, ce rôle de passeur, il est toujours là. J'ai aucun moyen de savoir si un auteur ou une autrice s'est servi de ChatGPT. Voilà. Ou d'une autre intelligence artificielle. Aucun. Clairement. Est-ce que c'est si important que ça? J'en sais trop rien non plus. Dans le sens où l'autrice dont je parlais, sans doute qu'elle l'a un petit peu utilisé. Finalement, a priori, ça a amélioré le bouquin. Peut-être, peut-être pas, j'en sais trop rien. Moi, j'ai le produit final. Et c'est à partir de ce produit-là que je vais travailler sur le texte avec elle en disant, là, on va corriger ça, on va corriger ça, on va corriger ça. Donc je sais pas si j'ai moyen de savoir et je sais pas si c'est fondamentalement important parce ce qui va m'intéresser moi, c'est est-ce que l'histoire va me plaire assez pour que je prenne le risque financier? Est-ce que je vais assez bien m'entendre avec l'autrice pour pouvoir faire le projet ensemble et ensuite assurer la promo? Mais la promo et le projet, ce sera pas avec l'intelligence artificielle, ce sera avec elle pour le coup. Peut-être qu'elle l'utilisera par derrière, mais bon, mais aujourd'hui, j'ai pas non plus de certitude que quand je bosse sur un roman à connotation historique, il ou elle n'est pas utilisé puissamment Wikipédia. Et quand moi je veux vérifier, ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec un roman d'une autrice belge que tu connais, Katia Lanero Zamora, Oui. qui nous a fait un monde imaginaire inspiré de l'Espagne pré-guerre civile et en pleine guerre civile. Et on se posait la question de savoir s'il y avait déjà des Jeeps à ce moment-là et des 4x4. Et donc j'ai fouiné sur Wikipédia pour trouver. Peut-être que demain, j'irai voir une intelligence artificielle pour lui poser la question. Peut-être d'ailleurs qu'il faudra que je recoupe mes sources. Mais voilà, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, je le vois plus comme finalement un aide de camp, quoi. C'est-à-dire un super conseiller qui puisse m'accompagner véritablement ou accompagner les auteurs. Comme, encore une fois, je balaye le fantasme du tout intelligence artificielle, quoi. On a trouvé pour l'instant je crois que c'est 80 romans écrits sur Amazon, enfin en EPUB, entièrement avec les intelligences artificielles. Ça n'a pas fait plus de ventes. Voilà. Pour le moment. Le moment. On verra David, dans 5 ans. Génério donc, utilise l'intelligence artificielle dans les services, hein, on l'a dit. Est-ce que, en fonction de ce qui a été dit, tu as peur que ce soit accessible gratuitement à tout le monde? Et du coup, est-ce que ça change votre perspective aussi avec cet outil très très puissant dont Pierre pourrait parler, puisqu'il a testé aussi? Est-ce que c'est une donnée que vous prenez en compte et vous dites, ok, si demain tout le monde a accès à ça, ça change quand même ma vie de tous les jours et le projet? Ou pas spécialement? Alors, de toute façon, il y a ChatGPT est pas gratuit, c'est 20 € par mois pour l'utiliser, et ça sera payant, hein. Les autres services vont être payants, ça coûte très cher pour avoir accès facilement à l'IA et qu'elle puisse être accessible à tout moment. Les gratuits de ChatGPT, ça dure un temps, hein, c'était pour appâter les gens, mais après, évidemment, les coûts de serveurs sont tels que vous êtes obligé de le faire payer. Pour ce qui est des auteurs et revenir à savoir si tout le monde s'en empare, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux si tout le monde se sert de l'imprimerie, tant mieux. Si tout le monde se sert de ChatGPT, l'important, c'est pas l'auteur. Il faut pas oublier la place, en fait, c'est l'important dans cette industrie-là, ce sont les gens qui bossent toute la journée, qui rentrent, qui veulent voir un film, qui veulent lire un bouquin et qui ont envie de se faire plaisir. Et quand on regarde des séries Netflix, on ne connaît pas le nom de l'auteur. Et l'important, c'est l'œuvre. Et je pense qu'il faut être un peu plus humble, nous, auteurs, on est là. On est au service des lecteurs, on est au service du spectateur, le mec qui bosse toute la journée, qui en chie, et qui à un moment donné a envie de passer un bon moment avec une belle histoire. Alors que l'histoire soit faite
par ChatGPT, par des femmes, des hommes, mais peu importe, on s'en fout en fait. L'important, c'est l'œuvre, l'important, c'est les émotions et les informations qu'on va apprendre, les choses qu'on va apprendre sur le monde, sur l'être humain, sur les animaux, sur la nature. C'est ça qui est important. Et il ne faut pas oublier que la littérature et que le cinéma sont faits pour des gens qui payent et qui bossent et qui veulent une belle histoire. Donc que l'auteur il se serve de ChatGPT ou pas, c'est pas notre problème. Nous, on s'en fout. L'important, c'est d'avoir une belle histoire. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, le narcissisme de l'auteur ou des autres, je vois bien des gens qui réagissent en disant « Ouais, mais ça va écrire, c'est un truc de feignant ». Les blessures narcissiques sont très fortes parce qu'on a peur d'avoir des gens qui écrivent mieux que nous, tout simplement. Mais à un moment donné, il faut faire partie. Le million d'éditions, c'est une compétition. Pour être édité, il faut être très bon. Donc, évidemment, quand on ne tue pas son concurrent, mais qu'on utilise des outils qui nous permettent d'écrire mieux que lui, ça va. L'éthique, elle ne s'arrête pas. Je pense qu'il faut revenir un petit peu au fondamental. Un dernier point sur l'IA forte dont parlait Sean tout à l'heure, sur GPT-5 aussi et ce qui arrive GPT-6, j'ai un peu des échos. Des échos aussi d'OpenAI, de la Californie. Et oui, maintenant, si on dépasse la question pratique de nos métiers à une question plus philosophique et science-fiction, pour le coup, est-ce qu'on est en phase de la création d'un nouvel outil ou en phase d'une nouvelle espèce? Ça, c'est la vraie question de l'IA, mais est-ce que c'est une nouvelle... En fait, on se trompe peut-être en pensant que c'est qu'un outil. Peut-être que c'est une nouvelle espèce qui arrive. Et ça, c'est vraiment la question. Alors maintenant, dans la science-fiction, il y a Her, de Spike Jonze, où Joaquin Phoenix tombe amoureux de l'IA, et l'IA est très bienveillante avec lui. Et puis il y a 2001, l'Odyssée de l'espace. Il y a l'amour et la haine. Est-ce que le monde futur, est-ce que la nouvelle espèce sera haineuse envers nous? Peut-être qu'elle sera moins conne que nous, les humains, comme nous, on a été avec les animaux. Hein. Peut-être qu'elle sera plus intelligente que nous, et elle sera bienveillante avec nous. Mais ça, c'est un autre débat. C'est peut-être le débat que tu veux aborder, mais voilà. C'est peut-être le vrai débat de l'IA, c'est est-ce que c'est un outil ou est-ce que c'est pas une nouvelle espèce? Et ça, c'est vertigineux. Et on se retrouve le mois prochain pour... Non, je déconne. Mais quoique, c'est un vrai bon sujet. Pierre, question bonus pour toi, parce que je sais que tu t'es beaucoup amusé avec ChatGPT. Ça, je le sais. Moi aussi, d'ailleurs. On se demandait à qui appartient la propriété intellectuelle d'un texte qui est généré en partie ou complètement par exemple, ChatGPT. Et toi, Pierre, tu as demandé à ChatGPT ce qu'il en pensait. Il en ressort quoi? Parce que c'était vraiment assez intéressant et on pose la question, notamment dans le chat. Donc j'en profite que tu sois là. Oui, je lui ai demandé directement. Je me suis posé la question. Je me suis dit si jamais j'écris un texte qu'avec... on lui fait écrire. Alors, on prend Paris, par exemple, on lui fait écrire le texte. J'ai demandé à ChatGPT, est-ce que j'ai les droits d'auteur? Et elle m'a dit non, vous n'avez pas les droits d'auteur. En demandant, si je lui fais écrire, le texte, je lui dis juste les idées, elle écrit le texte. Elle a dit, c'est ce qu'elle m'a répondu. Elle m'a dit non, venez en discuter quand vous aurez fini, quand on aura fini, on prendra un petit cigare ensemble. Tu vois, j'avais l'impression qu'elle me disait ça. Et le deuxième cas de figure, c'était l'autre chose, par exemple, si je lui donnais un texte déjà écrit et que je lui disais juste de le transformer, là, elle me disait non, là par contre, là c'est vous qui avez écrit le texte, donc c'est vous qui avez les droits. Donc c'est vrai que c'est assez... j'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait clair, c'est pas tout à fait défini. D'ailleurs, j'avais demandé à Génario, justement, j'avais posé la question à David, je crois, je sais plus quand, pour savoir, justement, pour avoir une idée. Parce que ça m'intéresse, justement, quand je fais un truc, j'aime bien avoir les tenants et les aboutissants. Mais c'est vrai que cette question de droit d'auteur, je pense que ça... Mais c'est tombé hier. Alors, pour te couper, c'est tombé hier. Le syndicat américain des scénaristes, ils ont légiféré aux États-Unis, ça appartient à l'auteur. Tout appartient à l'auteur. C'était un peu... Alors, en scénario, tout appartient à l'auteur, évidemment. Mais pour ChatGPT, on s'est posé la question. Excuse-moi, voilà. Pour te dire, c'est tombé hier la réponse du syndicat américain. Ah, parfait. Moi, j'étais pas au courant de ça. Par contre, dans le cadre de Midjourney, il y a eu un procès qui a eu lieu aux États-Unis aussi, il y a le mois dernier ou le mois d'avant. Je sais plus exactement, il n'y a pas si longtemps que ça, où justement c'est un manga, je crois, qui avait été illustré à base de Midjourney. Et justement, quelqu'un avait réutilisé une image, l'auteur voulait attaquer pour
pour justement réutilisation d'une des images. Et il y a eu une jurisprudence qui a été qui a été décidée sur le fond du singe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la photo du singe qui sourit sur une photo comme ça, qui a fait le tour d'internet 20 000 fois, où c'est le photographe avait laissé traîner son appareil, le singe l'a récupéré et il s'est pris en selfie. Et donc à qui appartenait cette photo? Et ils sont partis de ça pour dire que ils avaient décidé à l'époque que le singe n'était pas apte à prétendre au copyright, et que donc eux, ils avaient statué qu'il n'y avait pas de copyright sur cette photo, c'est pour ça qu'on le voit autant. Et ils ont statué également aux États-Unis sur l'image de Midjourney en disant que donc, les images générées par Midjourney n'ont pas de copyright. Mais ça appartient même pas au photographe qui était propriétaire de l'appareil photo. Alors c'est dans un des États aux États-Unis, c'est pas fédéral, c'est pas. Mais dans un... Il n'y a pas de drôle de mec, quoi. mais c'est pour ça que cette photo elle est super connue, parce que il n'y a pas de copyright dessus. Ah ouais, d'accord. J'ai une petite question pour toi, au niveau aussi, tout ce qui est programmation. On demande, à partir du moment, et je prends l'exemple de Midjourney qui va, en résumé, vous faire une image sur base de tout plein d'images qui existent déjà. Beaucoup de gens se demandent si, en termes de programmation, les IA ne fonctionnent pas, et qu'à un moment, en fait, elles ont fait le tour d'elles-mêmes, et que si plus personne ne crée rien de nouveau, comment ça s'alimente? Est-ce qu'à un moment, on a fait le tour? Mais à mon avis, il faudrait un petit peu de temps, j'ai l'impression. Mais comment est-ce que ça fonctionne derrière? Ça intéresse les gens qui nous écoutent. Alors, c'est infini, parce que chaque prompt sera différent. Il y a tellement de... Alors, il y a probablement un nombre fini, mais il est tellement élevé qu'on l'atteindra jamais. Et chaque prompt est légèrement différent. Chaque prompt va être légèrement tweaké. On va pas tous rentrer les mêmes paramètres. Je vois passer pas mal de messages dans le chat, notamment le prompt, c'est de la créativité. Pourquoi est-ce qu'il y a des métiers de rédacteur de prompt d'IA? Parce que c'est pas juste je rentre une phrase et il va me sortir le texte parfait. On est très très loin de ça. Pour avoir un truc qui est très carré, très précis et qui va nous donner le rendu tel qu'on le veut, ça demande un certain talent derrière et ça demande certains paramètres. Les photos réalistes d'Emmanuel Macron qui ramasse les ordures à Paris, ou le pape en doudoune, c'est pas juste donne-moi le pape en doudoune, parce qu'on va avoir un truc qui ressemble à une peinture. C'est avec tel objectif, sous tel angle, de tel machin, de telle position. Enfin, il y a énormément de prompts il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte, ce qui fait qu'au final, ça va être les possibilités sont au final infinies. Mais on pourrait dire pareil partout. Il y a qu'un certain nombre de mots dans le dictionnaire. Est-ce qu'au bout d'un moment, on les a pas assemblés toujours de chaque façon possible, de chaque permutation possible? Donc là, c'est un petit peu pareil. Une question, si je puis me permettre. Évidemment. Sean, c'est le journaliste qui parle. Oui, exactement. Non, mais si j'ai bien tout compris, effectivement, ces intelligences artificielles, elles se nourrissent aussi de ce qu'elles trouvent sur le web et de ce qu'on fait. Donc, si j'ai une idée puissamment originale, ou si je lui demande de travailler sur mon texte, est-ce que l'intelligence artificielle peut recycler une partie de mes éléments pour aider éventuellement un autre auteur? Bah, c'est ce qui va se passer, et c'est ce qui se passe déjà. Tout ce qui... ChatGPT, c'est l'un des problèmes, c'est qu'il sauvegarde absolument tout, c'est écrit dans les conditions d'utilisation. Tout ce qui passe par ChatGPT, ils s'en servent pour ensuite entraîner leur IA. Samsung s'est fait avoir très récemment, parce qu'au début de ChatGPT, quand ça sortait au mois de décembre, ils ont posé des questions concernant des prédictions de vente sur des produits qui n'étaient pas encore annoncés. Et dans la dernière itération de ChatGPT, le 4, si on pose ces questions précises sur Samsung, ils nous sortent ces données confidentielles qui sont pas publiques. J'adore. Donc oui, ils ingèrent tout, et c'est là où je suis curieux de voir ce que ça donnera dans 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans, parce qu'au bout d'un moment, il va ingérer son propre contenu, et on pourrait se dire que, comme quand on réupload une vidéo sur YouTube et qu'on le télécharge, et qu'on le réupload, on le télécharge, on le réupload, on le télécharge, la qualité au final diminue à chaque fois parce qu'il est recompressé, il est remodifié. Est-ce qu'on ne va pas voir apparaître ce même genre de pattern avec ChatGPT, où la qualité de ce qu'il sera capable de générer, parce qu'il n'y a plus rien parce qu'il y a de moins en moins de contenu, on va dire, créé par l'humain, est-ce que il va pas s'appauvrir en termes de réponses, et qu'on aura une forme de lissage et de standardisation des réponses? Ça, par contre, c'est quelque chose qui, personnellement, qui m'inquiète à utiliser l'IA à tout va.
Et surtout avec des prompts faibles. Avec des prompts élaborés, on peut avoir des textes, des textes de qualité, mais avec juste quelques phrases, on va se retrouver avec... On le voit dans la presse, il y a le nombre de sites d'actualité qui ont pop-up tout d'un coup, qui sont apparus de nulle part et qui produisent un nombre incalculable d'articles par jour. Et au final, quand on lit l'article, le langage est très 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 pauvre parce que le prompt a été écrit en 3 minutes et il n'y a aucun travail, il n'y a aucune relecture derrière, quoi. Et c'est déjà un métier, créateur de prompt. Ah, mais clairement. Si vous cherchez, tu me disais en préparant l'émission, c'est peut-être un chouette truc à envisager si vous cherchez du boulot là pour l'instant. Il y a moyen de travailler là-dedans. Les premières offres d'emploi à la Silicon Valley sont sur les trucs, c'est à peu près 300 000 € que c'est payé à l'année, donc ouais, c'est même très bien. Je dois vous laisser. Bisous, bisous. J'ai un CV à déposer. J'ai un CV à faire, oui. Je ne vois pas le temps passer, mais je vois que dans le chat, vous passez une bonne soirée aussi. On apprend plein de choses. Encore merci à vous 4 d'être là. Dernière partie où j'ai envie de me tourner un peu vers le futur. Oui, je suis comme ça. On en sait déjà un peu plus, mais je me disais, au choix, on va faire un petit tour de table. Est-ce que vous pouvez me citer une utilisation de l'intelligence artificielle dont vous rêvez dans la position dans laquelle vous êtes, ou, parce que je suis sympa, une utilisation de l'intelligence artificielle qui vous terrorise, parce que ça peut aussi être drôle. Au choix, un truc qui vous ferait vraiment plaisir, et là, il y a de tout, hein. Par exemple, je vous cite des exemples, comme ça vous avez 2 secondes pour réfléchir, mais voilà. Traduction quasi instantanée d'un texte en polonais. J'ai testé pour m'amuser sur... donc j'ai mis un paragraphe, je lui ai demandé de me le faire à la Stephen King et de me le traduire en polonais. C'était assez impressionnant quand même, mais après, de vous à moi, j'ai pas trop vérifié parce que je parle pas polonais. Donc voilà, peut-être que ça dit un peu n'importe quoi, mais est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous font rêver ou qui vous font très très peur? Et je sais pas, qui a envie de commencer? Jérôme. Je vois que tu as envie de commencer. J'étais sûr que ça allait tomber sur moi. Est-ce que tu étais du genre à attendre et à passer le dernier en classe? Moi, j'étais ça. Quand j'étais au foot, j'étais toujours le dernier choisi. Pas dans la boîte. Bienvenue. Non, mais il y a évidemment plein d'utilisations. Quelque chose qui me ferait très très plaisir. En super assistant, me concevoir un plan marketing qui tue, vendre plein de livres pour 0 €, ça m'irait plutôt pas mal en termes de conseiller. Et puis on a une grande crainte, tu sais, dans la science-fiction, c'est la singularité technologique. C'est le moment où les intelligences artificielles sont tellement puissantes, elles créent tellement de choses qu'il y a une sorte de processus d'emballement, d'indépendance, et elles fonctionnent tellement vite que les humains sont plus capables de comprendre comment elles fonctionnent, et ça évoque de grands changements. Donc la grande crainte, c'est évidemment cette notion de singularité. Alors c'est une notion plutôt des années 80, hein, un petit peu 90, on est beaucoup revenu là-dessus, mais Sean, tu l'as bien dit aussi, parce qu'il y a des limites physiques d'énergie qui se posent évidemment à nous, mais ça c'est quand même assez marrant de se dire que là on est au début d'une réflexion là-dessus, avec une notion qui a déjà été pas mal utilisée en science-fiction. Ah ouais, si elle pouvait aussi discuter avec mon comptable, ça m'arrangerait, mais alors l'administratif, trop bien. Ça c'est jouable, Sean. Il y a déjà des trucs qui pourraient aider Jérôme. On sait jamais. Je peux prendre des conseils ici. C'est pas pour le comptable, mais là dans une actualité dont je vais traiter demain, parce que j'ai préparé l'émission de demain avant d'arriver ce soir. Il y a une étudiante britannique qui s'est pris un PV de circulation et elle a demandé la lettre parfaite de contestation à ChatGPT pour en sortir, et donc il lui a écrit la lettre bien comme il fallait. Elle l'a envoyée avec 2-3 petites modifs et sa prune de 68 livres a sauté direct. Je me suis amusé à le faire juste avant de rejoindre le live pour faire sauter un PV fictif de j'ai grillé un stop, comment m'en sortir. Il a inventé tout un accident qui n'a jamais eu lieu en disant que j'ai dû avancer pour éviter le machin. Ouais, il ment très bien. Donc, non seulement tu as un PV, mais tu vas aller en prison pour diffamation et autres, c'est cool. Mais écoute, il faut que tu sois là en live demain quand même, rassure-nous. Et Jérôme, je me disais, par exemple, je sais pas combien vous recevez de manuscrits par semaine, mais des gens demandaient, tiens, une intelligence artificielle qui ferait un premier tri pour vous aider, par exemple, en disant, là, il y a trop de boulot, pas assez bon,
ça pourrait arriver. Et donc, je ne lis pas ce manuscrit-là, refusé d'office. Feu Ouais, rouge. j'ai des stats rigolotes. Je les donne toujours parce que ça fait marrer tout le monde. Bon, nous, pour l'instant, on a fermé notre boîte à soumission de manuscrits parce qu'on en avait trop en attente, on n'arrivait pas à faire face. Quand elle était ouverte, on recevait 1000 à 1500 premiers romans par an. Et nous, on estime qu'on peut porter, en tant qu'investisseur culturel, 1 à 2 premiers romans par an. Donc, ça te laisse une chance sur 1000, une chance sur 500 les bonnes années. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, avoir quelqu'un. Alors, il faudrait rentrer pas mal des critères. Il faudrait arriver à avoir des critères aussi qui sont en fonction de chacun dans l'équipe. Parce que il y a des choses très objectives sur l'orthographe, tout ça, sur est-ce que c'est l'histoire d'un petit sorcier qui va dans une école de magie, déjà fait, merci, au revoir. C'est vrai, c'est déjà fait. Merde. Ouais, c'est con. Non, mais en revanche, dans l'équipe, on a des goûts très différents. Une fois qu'on a passé toutes ces premières étapes, moi par exemple, je suis pas un gros fan de voyage dans le temps. Et de facto, on a publié assez peu de voyages dans le temps, on en a publié, mais voilà. En revanche, mes collègues peuvent être réceptives à l'idée d'avoir du voyage dans le temps. Donc il faudra en plus avoir un truc qui s'adapte à chacun, où on puisse chacun rentrer nos critères. Ouais, pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas. Les voyages dans le temps. Et oui, bon, je précise que, en plus, bébé Yoda a son petit succès aussi dans le chat, mais vous pouvez retrouver Sean le matin sur sa chaîne I'm Sean Red, et comme ça vous verrez aussi petit Yoda, n'hésitez pas, c'est une très très bonne idée. David, ma même question, est-ce que un exemple d'utilisation de cette intelligence artificielle dont tu rêves, qui n'existe pas ou qui n'est pas encore utilisé ou pas poussé jusqu'à ce que tu souhaiterais, ou alors un truc qui te fait un peu peur quand même? Le truc qui me fait très peur, c'est quand l'IA va me demander des conseils pour améliorer ses textes. Là, le monde sera à l'envers. Là, pour l'instant, c'est moi, mais bientôt, c'est elle qui me demandera des conseils sur comment je peux améliorer mon roman et qu'elle se servira de nous, pauvres écrivains, pour pouvoir améliorer ses textes et publiera. C'est marrant ce que tu dis, c'était une question qui revenait aussi souvent. Est-ce que les auteurs de demain, tu as dit tu l'es aussi, est-ce que ce serait un peu comme un chef d'orchestre qui, plus que écrire vraiment les phrases en tant que telles, va plutôt lui dire je veux d'abord un peu de tel instrument, de telle chose? Je pense que le talent, c'est plus foutre à la poubelle 10 pages sur 11 qu'on a écrites dans la journée que d'écrire les 11 pages. Et que je vois en fait chez les écrivains le plaisir d'écrire. Mais c'est pas un plaisir d'écrire en fait, c'est de foutre en l'air, c'est d'éliminer les 12 pages que j'ai écrites dans la journée et il me reste un paragraphe. Et c'est la sélection. Donc ChatGPT ou Génario ou les choses pour écrire 100 pages dans la journée, le bon écrivain, c'est celui qui va corriger. Donc chef d'orchestre, mais aussi celui qui va éliminer les pages qui sont pas bonnes. Et c'est là qu'est le talent humain, c'est là qu'est la créativité. C'est pas de produire des textes, tout le monde peut écrire. Moi, je me mets à écrire 20 pages par jour s'il le faut, comme ChatGPT. Et par contre, la qualité d'un écrivain, et c'est souvent la qualité d'un éditeur, du rapport que l'écrivain a avec son éditeur ou avec son producteur, c'est justement de sélectionner ce qui est pertinent, ce qui n'est pas pertinent, ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, ce qui est réussi ou ce qui n'est pas réussi. Et c'est là qu'est le talent. Donc ça va encore plus s'exprimer avec les IA génératives. Donc tu as peur que l'IA te sollicite, on a bien noté, voilà, au passage. Pour être correct, tiens, tu pourrais pas me refaire ça, et voilà. Et bonsoir Gunagan, au passage, bienvenue, et puis bienvenue à tous ceux qui sont là, vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Pierre, de quoi rêves-tu? Alors ça m'intéresse aussi. Alors, moi, je vais commencer par un petit truc, comme je le disais au début, je fais pas mal d'échecs et de jeux de Go. Et il y a eu tout un aspect, on le connaît avec les échecs, de l'intelligence artificielle vers l'ordinateur qui gagnait Kasparov, etc. Deep Blue. Et en fait, on disait, pour le jeu de Go, ça n'arrivera jamais. Il y a trop de possibilités, c'est 19 sur 19, ça ne marchera pas, il y a trop de possibilités. Bon, il y a 2-3 ans, l'IA est devenue imbattable, d'accord? Et elle a battu tous les grands maîtres. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ils en parlaient tout à l'heure sur le chat en disant, pour ceux qui allumaient les réverbères, c'était du travail humain qui a été remplacé par autre chose. Et là, en fait, on enlève du travail à l'humain. Mais en fait, pour le cas, par exemple, des jeux comme le jeu de Go, le jeu d'échecs, on sait que l'IA est imbattable. C'est pas pour autant que les compétitions ont arrêté. On continue à jouer aux échecs. Et on se sert, par contre, des IA. On sait qu'on peut pas les battre.
mais on va se servir effectivement d'elle comme si c'était un grand maître qui nous donnait des conseils. On va nous dire là, vous avez fait 90% de bonnes réponses, il faut encore vous améliorer, etc. Il y a une amélioration sur ça. Tout ça pour vous dire que moi, ce qui me plaît, en fait, l'IA a déjà réalisé plus ou moins ce que je voulais. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de travail de mission de directeur édito dans pas mal de maisons, ou même dans des ateliers d'écriture que j'anime. Je corrige les textes et je leur donne des conseils. Je leur dis, bah, tiens, ça, là, il y a des répétitions de ça, moi, je ferais plutôt comme ça. Je leur donne déjà des conseils que pourrait me donner une IA. Mais en fait, personne ne me le fait à moi. Voilà, et c'était ça. Et en fait, du coup, moi, c'est ce que je recherche, en fait. Quand j'ai un texte, David le disait bien tout à l'heure, le vrai travail d'écriture commence quand on a fini, en fait, le premier jet, et qu'on retravaille, qu'on se remet dessus, qu'on enlève des pages, etc. Jérôme pourra sans doute dire pareil. Et en fait, moi, du coup, l'IA, elle fait. J'étais un peu comme fou au début quand je l'ai eu, parce que j'ai proposé une petite partie de texte en lui disant comment je pourrais améliorer si je veux que ça fasse plus thriller, etc. Et elle m'a sorti des trucs qu'aurait pu me sortir un directeur édito, mais à part qu'elle me le fait dans la seconde. Et moi, j'ai retrouvé un plaisir d'écrire que j'avais perdu grâce à l'IA, en fait. Donc, elle a déjà plus ou moins accompli ce que je cherchais, en fait. J'ai vraiment retrouvé un plaisir d'écrire avec l'IA. Et tu dis, tu donnes des ateliers, est-ce que tu as peur de ne plus pouvoir le faire parce que l'IA va le faire à ta place? Il y a le côté humain, j'imagine, te connaissant. Et puis, vu que j'en donne aussi, donc je vois bien, il y a quelque chose dans un groupe, quand on est ensemble, quand on travaille, Voilà. Tu es confiant par rapport à ça? Ou tu te dis, danger? Non, T'as pas l'air inquiet quand je suis pas inquiet parce que, comme ça. comme je Moi le non disais plus, tout à l'heure, tu vois, comme quoi. sur ce qu'elle va me proposer, il y a 90% que je vais rejeter, 95% de ce qu'elle va me proposer que je vais rejeter, que je vais trouver pas ça va pas avec mon style, ou je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, mais il y aura une petite tournure qui va aller. Et je pense que après l'expérience, elle va l'avoir, l'IA. Mais je pense que c'est je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que c'est vraiment l'expérience à force de travailler, de repérer effectivement l'éthique de langage. On sait ce qu'on recherche en tant qu'auteur, ou en tant que correcteur, ou on sait effectivement les points de détail qui vont pas. Ça revient, c'est toujours plus ou moins les mêmes. Effectivement, je pense que ça va servir pour un super outil, comme j'en parlais tout à l'heure, comme Antidote, d'accord? Les IA le font déjà, hein. Ça va te repérer tous les petits défauts, etc. Mais par contre, si tu veux travailler le texte, de manière vraiment approfondie, tu es obligé de le faire morceau par morceau, en fait. Tu peux pas le faire tu peux pas faire un grand texte d'un coup, c'est pas possible. Il faut vraiment travailler par petits bouts. Et c'est pour ça qu'à ce niveau-là, j'ai pas trop de soucis avec les ateliers d'écriture. Ça sera une aide. Voilà, comme pour l'instant, il y a encore les correcteurs, alors qu'il y a Antidote, ben, là, il y a encore les personnes qui font des ateliers d'écriture, alors qu'il y a l'IA qui est là. On est toujours dans le côté humain, c'est ce que je disais avec les échecs ou le Go. Tu as encore l'aspect humain qui est là. En fait, les gens, ils veulent pas forcément jouer contre une machine qui est meilleure qu'eux. Ils veulent jouer contre d'autres humains. Et je pense les gens, ils veulent lire des personnes qui écrivent des livres et pas forcément des machines qui écrivent. Tout à fait d'accord. Peut-être que ça fera ressusciter. Tout à fait d'accord. J'en parlais tout à l'heure. Peut-être que quand Stephen King ne sera plus là, la machine, tu pourrais lui demander de ressusciter, de faire parler les morts, hein, lui dire j'aimerais bien que tu me fasses un nouveau texte de Stephen King. Ok, là ça sera peut-être encore différent. Mais là actuellement, je pense que les gens ils veulent lire. En fait, il y a le côté humain, quoi. Ils veulent lire. Pennywise 12 sorti très prochainement. Sean, même question. Quelque chose, toi qui es souvent tourné vers le futur, hein, qu'est-ce que tu peux imaginer pour cette intelligence artificielle? Pour les livres, soyons fous. Pour les livres, je vais rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure, ce qui est permettre à la beauté de la chose, c'est permettre à des gens qui n'auraient pas forcément écrit avant, ou qui n'avaient peut-être pas les moyens de s'aider, d'être guidés et de s'en servir véritablement comme un outil. Ça je dirais, c'est la partie beau de la chose. La partie ce qui va me faire davantage peur, et c'est vrai j'extrapole, mais je suppose que c'est vrai dans le milieu
du livre, mais comme c'est vrai dans le milieu du développement, les gens qui justement n'ont aucune vraie vocation à apprendre à écrire, ou dans mon cas à moi, apprendre à développer, et qui vont se dire grâce à ChatGPT, ça y est, je peux devenir développeur, je peux devenir auteur, et qui va utiliser ça sans jamais relire, sans jamais se remettre en question, sans jamais se poser les choses, et donc plutôt faire à sa place plutôt que de s'en servir en outil, et de ne pas comprendre que, en tout cas, avec les versions actuelles, c'est des outils, ce n'est en aucun cas quelque chose qui remplace l'être humain. On a une fausse sensation de « c'est magique, ça peut tout faire ». Et parce qu'à la surface, quand on écrit un premier prompt et qu'il nous génère un texte, on se dit « c'est fantastique, c'est bon, il peut écrire un livre à ma place, il peut écrire une application à ma place, il peut tout faire ». Et puis au final, on se rend compte que il a besoin d'être vachement guidé, que c'est vachement de boulot, qu'on a besoin de le cantonner, et que dès lors qu'on sort d'un petit projet simple et qu'on essaie de passer sur quelque chose d'envergure, on a très vite un plafond de verre, et on commence à voir les failles se montrer. Et ce qui me fait peur, c'est les gens qui disent « je n'ai plus besoin de réfléchir, je n'ai plus besoin de bosser, je peux commencer à le faire », et on va se retrouver avec une montagne de projets de dev bancal, de livres qui sont pas très intéressants ou pas très bien écrits parce que ils les auront balancés. Les maisons d'édition qui vont recevoir 1500 nouveaux bouquins par an, avec ChatGPT, est-ce que ça va pas multiplier parce que les gens vont se dire je peux écrire un bouquin, et au final ça vaudra absolument rien, quoi. Pareil dans le milieu des médias, je parlais des sites qui pop-up, on va avoir une désinformation de malade. C'est toute cette partie-là qui me fait peur, plus que le véritable pour revenir au cœur du perte de métier, des métiers. Non, les métiers vont se transformer, mais ils vont pas disparaître. Ce qui me fait peur, c'est la désinformation, la quantité de spam, de contenu qui est juste pauvre, qu'on va avoir, et à tous les niveaux et dans tous les domaines. Tu penses qu'il faut ajouter, un peu comme on voit dans les écoles maintenant, éducation aux médias, éducation à l'intelligence artificielle, ce genre de choses? Ce serait pas complètement idiot là tout de suite? Complètement. Dans l'école d'informatique où je suis parti il y a un peu plus d'un mois maintenant, c'était un des trucs que j'avais proposé, c'est que dès que les apprenants arrivent dès le début, parce qu'ils ont cet outil aujourd'hui, dire vous n'avez pas le droit de l'utiliser, c'est comme dire à un enfant il y a un paquet de gâteaux dans le placard, par contre tu n'as pas le droit d'aller le manger. Et donc, plutôt que de dire vous ne l'utilisez pas, c'est de leur montrer comment l'utiliser, savoir prendre du recul par rapport à ce qui nous répond, et aller de l'avant de cette manière-là, passer par la pédagogie et éduquer, et passer par ce qu'a fait l'Italie, par exemple l'interdiction de ChatGPT en Italie. Ce que je peux vous dire, c'est que le recherche VPN ChatGPT en Italie a augmenté je crois que c'est 7 ou 8 000%. Parce que c'est un coup d'épée dans l'eau. On a interdit il y a des années le téléchargement illégal, c'est pas pour ça que personne ne télécharge. Enfin, c'est bien connu, quand on interdit quelque chose sur Internet, les gens ils disent si c'est interdit alors je le fais pas. Maintenant que j'y pense, c'est interdit d'acheter mes livres. Ne le faites pas. Si mes éditeurs m'entendent, je déconne. Ouais, ils dorment à cette heure-ci, ou pas. Je vois l'heure qui avance, je vous avais promis de ne pas finir trop tard, parce que c'est super intéressant. Merci vraiment pour ça, merci à vous dans le chat, je vois que c'est très intéressant là-bas aussi. Je vous propose un petit tour de table, votre mot de conclusion, et puis, si vous voulez, on finira par dire un peu quels sont vos projets, où on peut vous retrouver. Il y en a qu'on retrouvera plus tôt que d'autres demain matin. On en parle dans 2 secondes, mais avant ça, un petit mot de conclusion, tour de table rapide, et je vais commencer par David cette fois-ci, oui. J'ai un tirage au sort automatique par qui on commence. Je rebondirais sur tout à l'heure, il y avait quelque chose, c'est le côté enfantin. J'ai 2 filles, comme toi, Shane, j'ai 2 filles de 6 et 7 ans. Et le bonheur que c'est d'utiliser l'IA pour jouer et raconter des histoires, aller à l'école, que l'école, dès le CP, moi, mes filles apprennent à lire, regardent lire et apprennent à raconter des histoires. Et je ne parle même pas de mid-journée encore avec elles, j'ai commencé à jouer avec elles. C'est le côté enfant et ludique de l'écriture. Pierre, tu parlais tout à l'heure du côté de retrouver le plaisir d'écrire. J'ai eu cette même sensation. Alors, je suis écrivain, c'est un métier, c'est dur, mais il y a quelque chose du plaisir, du côté enfantin qu'il y a avec l'IA. Et il faut rester sur ce côté
l'enfance de l'âge. On est dans l'enfance de l'âge de l'IA et je lui souhaite un bel avenir. Pierre, petit mot de conclusion sur tout ça. Oui, je pense qu'il y a eu, justement, j'en voyais pas mal. J'avais discuté avec pas mal de personnes sur Génario. Il y avait beaucoup de personnes qui, comme on dit, qui fantasmaient, je trouve, cette écriture toute seule. Et effectivement, je pense qu'on va vers un. C'est souvent des personnes qui n'ont pas essayé, en fait. Ouais. Je me suis rendu compte, c'est souvent des personnes. J'aurais dit, mais tu es déjà allé, moi, t'as déjà essayé de faire le. Ça t'écrit pas tout seul. Si tu travailles pas, ça marchera pas. Et c'est vrai que je pense maintenant qu'on a eu la musique assistée par ordinateur, je pense qu'on aura effectivement l'écriture assistée par l'intelligence artificielle. C'est possible. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me fait pas peur et qui me tendance à justement me faire plutôt espérer quelque chose de bien dans ce niveau-là et que ça améliorera les choses. Jérôme. Et moi, ça me donne encore plus envie d'être curieux. Je trouve qu'on vit quand même des temps très intéressants avec des bouleversements sans doute à venir, avec sans doute plein de choses pour lesquelles on n'a pas du tout encore réfléchi, enfin peut-être vous plus que moi. Je trouve qu'on va avoir pas mal de surprises et je trouve qu'il faut rester curieux et ouvert à tout ce qui va se passer, quoi. Pas trop de positions dogmatiques très vite, très fortes. Réfléchissons, cogitons, voyons ce qui va se passer, voyons ce qu'on peut faire avec tous ces outils, voyons comment on peut s'adapter, soyons souples. Je vais m'en mettre au yoga. Il va falloir passer un petit peu entre les gouttes et apprendre aussi à s'en servir. Voilà, pas de. Moi, je suis toujours très étonné des gens qui ont des positions très fermes sur tout un tas de choses. Je trouve que là, vraiment, il faut laisser venir, quoi. Faut apprendre, faut cogiter, faut regarder, quoi, parce qu'il y a des choses qui vont bouger. Donc, il va falloir pouvoir avoir du temps de réaction et de ne pas être réactionnaire. Et un peu anticipé de ce que j'ai entendu aussi, évidemment, ce soir, peut-être. Ouais, anticiper ce qu'on peut à nos faibles moyens, quoi. C'est-à-dire que autant Apple va sans doute anticiper des choses, autant à QSR, il faut essayer d'anticiper des trucs. Voilà. Essayer d'anticiper demain ce qu'on mange, c'est déjà pas mal, quoi. Sean, petit mot de conclusion aussi sur tout ce que tu as entendu ce soir. Ouais. Je dirais, je vais m'adresser à ceux qui regardent le chat, c'est de ne pas s'arrêter au sensationnalisme des journaux et des médias qui vantent les mérites, mais aussi les dangers de l'IA. Il y a une part d'inconnu, il y a une part qui fait peur, mais que dans l'ensemble, il y a, on pourrait faire exactement la même analogie avec l'arrivée d'Internet. Quand Internet est devenu mainstream, on aurait pu dire c'est la fin de tellement de choses. Non, l'humanité ne s'arrêtera pas demain à cause des IA. Non, tous les métiers ne vont pas disparaître. On ne va pas certains métiers, je pense, à terme disparaîtront. Mais les métiers qui nécessitent réflexion, qui nécessitent créativité, qui nécessitent un vrai travail sont là pendant encore un grand moment. Par contre, ça va faire évoluer ces métiers-là et ça peut les rendre plus intéressants aussi. Ça peut les rendre plus. On va pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant parce que limité par les moyens, limité par le temps. Là, on va pouvoir aller plus loin grâce à ces outils-là et c'est pour moi la vraie beauté de l'IA. Et je m'arrête pas qu'au livre et au texte, c'est dans tous les domaines où on retrouve ça, quoi. Si on peut aller plus vite à trouver une solution grâce aux IA contre le réchauffement climatique et au grand défi du monde, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter. Et quand je vois des pays qui commencent à dire est-ce qu'on interdit ? Ça marche pas. Est-ce qu'il faut faire un pause de 6 mois ? C'est complètement utopique. Elon Musk, Steve Wozniak qui ont signé une pétition pour un... Les concurrents, ils veulent gagner 6 mois pour rattraper OpenAI. Tous les concurrents qui ont signé le moratoire. Il y a des concurrents, mais il y a aussi une bonne moitié qui sont des ingénieurs, des ex chez Google, des ex chez OpenAI, qui en ont aussi un petit peu. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un cadre légal. On est à chaque fois, et ça, il va falloir qu'on aille vite. Il va falloir que les gouvernements à travers le monde arrivent aussi à trouver des semblants d'accord en disant ça, on a le droit de faire, ça, on n'a pas le droit de faire, parce qu'à chaque fois aujourd'hui, on se pose la question de est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Et la réponse, c'est grosso modo zone d'ombre, zone grise.
Parce que y a Et pas on de- est y a pas obligé de- de demander à ChatGPT si on peut ou pas, hein, Pierre? Mais ChatGPT, justement, prendre tout ce qu'il dit Mhm. pour acquis, ça peut être dangereux aussi. Il se base sur ce qu'on lui a dit, hein, donc on peut le faire halluciner assez rapidement, ChatGPT. Donc voilà pour mon mot de la fin. C'est chouette. L'IA, c'est chouette. Moi, personnellement, je suis excité à voir le monde de demain grâce à ces choses-là et les défis que nous, l'humanité dans son ensemble, va pouvoir relever. Ça, c'est chouette. Voilà. Et Jérôme espère que l'administratif va être plus simple demain. Et Ça- j'espère aussi que Jérôme va pouvoir discuter, que ChatGPT va pouvoir discuter avec son comptable à sa place. Ouais, Ah bien ben, sûr. oh. Si tu trouves les bons prompts, Jérôme, tu me les donnes. Ouais, promis, il n'y a aucun souci. Mais je plaisante avec ça, mais c'est quelque chose qui revient très très souvent. C'est en fait gagner du temps dans ce qui nous prend du temps et qu'on n'aime pas trop, et en profiter pour utiliser ce temps-là à être plus créatif, à réfléchir, ou à passer juste du temps avec les gens qu'on aime, ça peut être bien aussi, hein, tant qu'à faire. Le petit mot de la fin étant passé, mais je vous remercie infiniment pour cette table ronde passionnée et passionnante. Moi, j'adore ce format. Visiblement, vous aussi, dans le chat, vous êtes chaud. Ça fait plaisir à voir. C'est un truc que j'adore. Et bah, tant mieux, parce que visiblement, on va recommencer. Dernier... Oui, vas-y. Juste de t'interrompre pour réagir sur le message de Kiko qui parle de la traite d'une poule comme fameuse hallucination de ChatGPT, qui est quand j'avais justement des étudiants en informatique qui me donnaient des bouts de code écrits par ChatGPT en me disant ChatGPT l'a dit, donc ça doit être vrai. J'ai ouvert ChatGPT un jour devant eux et j'ai demandé à ChatGPT quelle était la meilleure méthode pour traire une poule. Et il m'a donné une liste très détaillée sur il faut soulever l'aile, il faut machin, enfin voilà. Et il m'a vraiment un tuto step by step. Et donc, c'est mon exemple de il ne faut pas croire tout ce que dit ChatGPT. Voilà. Pour en faire des romans, des romans ou des scénarios. C'est bien. Ça peut déjà engendrer pas mal de belles histoires. Je disais dernier petit tour de table avant de se quitter. Mais pour vous permettre de dire un mot sur votre actualité, aux uns et aux autres, où peut-on vous retrouver? Quels sont vos projets? Allez, dans l'ordre. Pierre, cette fois-ci. Je suis comme ça. Où peut-on te trouver? Dans le sud? On me retrouve un peu nulle part en ce moment. Non, je suis pas mal dans le travail. Je fais pas mal de tout ce qui est escape game. Donc là, on va avoir 40 séances d'escape game qui vont être faites au château de Lampéry et au musée à la maison de Nostradamus à Salon de Provence. Donc on fait de l'escape game culturel, donc apprendre tout en jouant l'histoire culturelle notamment de Salon de Provence. Sinon, en termes d'actualité, là, j'ai sorti il y a peu de temps justement un livre-jeu interactif avec le fait que je programme. Ça m'a permis de faire une sorte de livre-jeu donc qui est actuellement commercialisé notamment sur Amazon. Sinon, j'ai en actualité, j'ai un livre qui sortira, un livre jeunesse qui sortira en maison d'édition, celle-là, en juin, et un autre livre qui sortira en septembre de l'année prochaine, septembre cette année. Voilà. Et puis j'en profite parce que l'agence des crimes non résolus dont tu parles, donc livre-jeu en forme e-book, on en parle la semaine prochaine. Tu as gagné le 2e tour sur la chaîne ici, puisque tu seras avec nous jeudi prochain, et on va peut-être jouer un peu en direct avec les gens qui nous suivent. On va un petit peu regarder ce que tu nous as codé dans ce meurtre de la veuve Porodowski. Est-ce que je prononce bien? J'essaye. On se retrouve très très vite. Belle actu en tout cas à toi. David. Alors, moi, Génario, donc c'est une application pour écrire avec l'intelligence artificielle. Hein, on est en train de travailler là-dessus. Mais c'est aussi un endroit où les auteurs envoient leurs textes à tout un public qui les sélectionne. Et on a un jury, donc on a la patronne de Gallimard, on a les producteurs de Canal+, les producteurs qui sont là pour sélectionner les meilleurs textes. Et on a donc une IA qui permet d'écrire, mais pas forcément, on n'est pas obligé de se servir de l'IA. Une plateforme pour déposer ses synopsis, c'est des courts textes qui sont sélectionnés par un public et ensuite un jury. Et là, on sort quelques auteurs. Ça fait 6 mois qu'on a lancé, ça fait un peu plus de 6 mois qu'on a lancé ça. Et il y a quelques auteurs qui vont sortir chez Gallimard, qui vont sortir qui vont être produits par des scénaristes de Netflix et par des producteurs. Donc, on est très content de faire éclore de nouveaux talents et de servir de l'IA pour faire éclore de nouveaux talents.
Donc c'est Genario.co, ça se trouve sur Internet. Vous pouvez vous servir de l'application ou envoyer vos textes qui seront ensuite lus et sélectionnés pour... on fait après un filtrage pour, pour enlever un peu de travail à des gens comme Jérôme qui ont fermé leur boîte aux lettres. Bah, nous, on essaie de faire sortir de nouveaux talents par des chemins détournés pour refaire sa boîte aux lettres puis lui foutre dans sa boîte mail. Et il a hâte. Il a hâte. Et donc, vous avez vu passer dans le chat, on a régulièrement mis, grâce à notre super robot de Kiko, le lien notamment vers Genario. Allez-y, faites un petit tour. Et puis ActuSF, Papa se lance des défis pour tout ce que Pierre Gollon nous invente. Et puis la chaîne Twitch, évidemment, de Sean. Et puis Sean, dis-nous, quels sont tes projets? Où peut-on te retrouver? C'est un peu tôt demain matin, mais je vais essayer d'être là. Alors moi, on peut me retrouver dans un peu moins de 8h30 sur Twitch, dès 6h30 pour la tech dans le cul. On peut aussi me retrouver sur TikTok et sur YouTube, pareil, quotidiennement, où je publie le condensé de l'actualité tout au long de la journée. Donc voilà où on peut me trouver. Et donc pareil, on a mis le lien. Sean, je vais te confier une superbe mission pendant que Jérôme nous confie aussi son petit au revoir. Honneur aux invités, comme dirait Kiko. Est-ce que tu as envie qu'on raide quelqu'un? Je te le demande à toi, puisqu'on est un peu dans le milieu du stream. Je vais te laisser choisir aujourd'hui qui tu as envie de raid dans les minutes qui viennent. Et puis pendant ce temps-là, Jérôme, c'est quoi l'actu pour ActuSF? Bon, alors nous, il y a toujours beaucoup de livres qui sortent. On est en pleine promo de La Machine 2, deuxième et dernier tome de Katia Lanero Zamora. C'est super, pays imaginaire en pleine guerre civile. C'est formidable. Elle est belge, lisez du belge, comme aurait dit ton chroniqueur tout à l'heure. C'est vraiment chouette. On vient d'envoyer à l'imprimeur Fantasy et Moyen-Âge. C'est un gros bouquin sur lequel on avait fait un crowdfunding il y a un an maintenant. Ça y est, il est bouclé et il va sortir au mois de mai. Ça, c'est plutôt cool. C'est les liens entre la fantasy et évidemment le Moyen-Âge. Et puis en young adulte, il y a un bouquin d'Eden Thomas qui s'appelle Le Porte-Lumière. Eden Thomas va venir en France. Ce sera vraiment une exclusivité fin avril à l'occasion du festival de Ouest-Hurlan. Il aura des dates à Lille, à Paris et à Lyon. Et pour terminer, deux petites choses. Ce week-end, vous pourrez retrouver les équipes à Troll et Légendes à Mons en Belgique chez toi, Fred, mais aussi à Paris au Salon Fantastique. Et puis on va peut-être bien rouvrir la campagne des soumissions de manuscrits avec des règles très strictes. C'est un peu exclu là pour le coup. On est en train de cogiter un petit peu l'appel. Donc voilà, sur un temps court. Allez, on va dire mi-avril, fin avril. Eh ben, il faudra surveiller avril. Je suppose que sur les réseaux, on verra passer cette ouverture. Évidemment, surveillez vos réseaux. Et là, ça va être l'embouteillage chez ActuSF, mais que de beaux projets. Et oui, La Machine. Moi, je vous ai croisé parce que vous aviez un stand à la foire du livre de Bruxelles, donc je suis passé dire bonjour à Gabriel, si je dis pas de bêtises, de l'équipe. Donc vous êtes partout, plein de livres, plein de sorties. N'hésitez pas à suivre, n'hésitez pas à découvrir Genario, puisque c'est toujours plus sympa quand on l'a testé pour se faire une idée. Et petit truc, parce qu'on me le demandait, David, je crois qu'il y a un essai gratuit de quelques jours pour les gens qui veulent juste essayer, et puis on fait ce qu'on veut. Pendant 7 jours. Voilà, vous pouvez utiliser Genario pendant 7 jours gratuitement. Vous pouvez soumettre des synopsis tous les mois, en fait, qui seront lus par des milliers d'auteurs, sélectionnés, et ensuite proposés à des maisons d'édition et des boîtes de production. Mais l'essai est gratuit et 7 jours. Voilà, donc c'est toujours bien ça. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui écrivent, qui nous suivent, donc voilà. Papa se lance des défis sur Instagram pour suivre Pierre, mais on se revoit déjà la semaine prochaine pour jouer ensemble avec ton livre interactif. Sean, est-ce que tu nous as trouvé un bel endroit de destination pour terminer ça en beauté? J'essaye de trouver quelque chose qui serait assez en rapport avec, pour faire une continuité. Mais le seul que j'avais, le stream est en train de se terminer, donc je suis en train d'en chercher un autre urgence. Sinon, je vais t'envoyer chez un copain. Alors de base, attends, nous, qu'est-ce qu'on aime bien d'habitude? La musique, on aime bien. Ça peut être une piste. Sauf quand c'est moi qui joue. Vous n'êtes pas encore prêt à ça. La guitare est juste derrière, mais vous n'êtes pas prêt. Et ça, l'intelligence artificielle va pas encore pouvoir m'aider, les amis. Donc...
Ouais, j'ai personne qui fait de la musique. Si, on a quelqu'un qui fait de la musique. Je te propose. Alors, Tu peux proposer, Kiko va nous préparer ça. Ça va être Aishu, qui est en train de faire de la guitare. Allez, on parlait guitare justement. J'espère qu'il est plus doué que moi. C'est du métal. Moi, ça me va très bien. Parce que une fin de soirée douce et agréable, c'est toujours important après une table ronde. Les amis, encore une fois, merci infiniment de vous être rendus disponibles jusqu'au bout de la nuit. Non, la soirée. Je vous avais promis qu'on finirait pas trop tard. J'ai plus ou moins tenu parole. Merci à vous, c'était super intéressant. Et j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. À très très bientôt. Au revoir. Allez, ciao tout le monde. Merci. Bonne soirée. Au revoir, à bientôt. Bonne soirée.